Wow. C'est en direct. Non, c'est pas grave. Par contre, ça, je sais pas où le mettre. Et puis j'ai rajouté le truc et puis...
bonjour à tous, je suis ravie de vous rejoindre, je pense que je suis juste à l'heure. Attendez, je vérifie. Voilà. Voilà. Donc, je vois qu'on a déjà beaucoup de messages, donc je vais commencer par me présenter et vous expliquer le principe de ce Facebook Live. Je vais vérifier juste avec mes assistantes que le son passe bien, et à moins que vous puissiez me le dire directement vous-même, si vous me voyez bien, si le son est bon, parce que je sais que parfois les Facebook Live ne sont pas d'une grande qualité. Ben, j'attends votre retour. C'est bon? Merci Marie-Maître qui va être un peu mon assistante technique en direct. Bon, le son est bon alors. Je vais essayer de pas trop bouger pour pas trop que ça pixelise. Voilà, maintenant que les petits points, je dirais, techniques sont réglés, donc je vais me présenter. Je suis docteur Sandrine Saulnier, je suis pédopsychiatre, psychiatre et je suis coordinatrice du CRA Rhône-Alpes. Je travaille avec le GNCRA pour ce premier Facebook Live du GNCRA. Et l'idée, c'est vraiment de répondre très simplement à toutes les questions que vous vous posez concernant les TSA et cette période particulière du confinement. Donc le GNCRA s'est associé bien sûr à cette entreprise. Comme c'est le premier, je dirais que c'est le premier direct, eh bien, écoutez, il y aura peut-être des surprises et j'espère pouvoir répondre à vos attentes. Alors, je dois vous rappeler, parce que j'ai des petites consignes, ce que sont les CRA, même si vous êtes tous des amis de ce que c'est. Les CRA, ce sont des centres de ressources autisme. Ils existent dans chaque région et même des fois plusieurs par région. Les CRA sont là vraiment pour vous accompagner, répondre à vos questions, vous orienter, soit pour des questions de diagnostic, mais aussi pour des conseils. Quand ils ne sont pas en période de confinement, les CRA souvent vous proposent un accueil dans des centres de documentation, vous proposent des consultations diagnostiques, de nombreuses formations et ils animent aussi des réseaux de professionnels. Actuellement, une grande partie de ces activités sont interrompues parce qu'évidemment, restez chez vous. C'est vraiment la consigne que nous avons tous et que nous respectons. Alors, restez chez vous, oui, mais on poursuit notre soutien et l'orientation des familles. De nombreux CRA poursuivent leur activité diagnostique de manière très très aménagée, évidemment, puisqu'on ne peut pas recevoir, sauf cas particulier, les personnes en consultation. Mais il y a moyen aussi de vous aider à ce niveau-là, peut-être par des consultations téléphoniques ou par des visios. Voilà, donc je pense que là, j'ai répondu à un certain nombre de questions. Le GNCRA, lui, c'est le groupement national des CRA qui rassemble tout un tas d'informations sur les TSA de manière générale, mais aussi actuellement propose vraiment, est une bonne ressource pour des questions que vous vous posez sur le Covid, sur la manière de s'occuper de vos proches avec TSA, ou même en tant que personne avec TSA, vous verrez, on aura pas mal de questions qui propose aussi un service pour les personnes adultes autistes isolées, un service de soutien auquel nous participons tous les CRA, et que vous pouvez solliciter si vous vous sentez très seul, que vous avez des questions, que vous avez besoin d'un échange et d'un soutien. Vous utilisez ce site du GNCRA, alors c'est GNCRA soutien pour les adultes avec autisme. Vous verrez, vous retrouverez tout sur le site. Vous cliquez, vous envoyez votre demande et dans les 24 heures, une personne, un professionnel du CRA se mettra en contact avec vous, soit par téléphone, soit par visio, soit par mail, la manière qui vous convient le mieux. Voilà, donc on va remettre effectivement le lien du GNCRA et du soutien adulte. Voilà, donc je vais prendre maintenant vos questions. Je vois qu'il y a beaucoup de petits messages où ils disent bonjour. Et puis des gens qui disent qu'ils sont bien d'accord avec nous, ça c'est bien. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir déjà quelques questions. Donc cette fois, je me tais et je suis à votre écoute. Alors, peut-être en attendant que les premières questions en direct arrivent, je peux déjà reprendre les questions qui avaient été données. Ah, alors attendez, il y a déjà Marcia. Bonjour Marcia. Donc, pensez-vous que les thérapies en ligne en ce moment peuvent aider les patients à ne pas régresser?
Alors je dirais qu'il y a plusieurs formes de thérapie en ligne. Ça peut être des thérapies très individualisées. Par exemple, je sais que des orthophonistes proposent encore des soutiens des personnes avec autisme. Il peut y avoir aussi des soutiens par téléphone. Il peut y avoir aussi des visios. Et effectivement, ça peut aider les patients à ne pas régresser, que ce soit les patients adultes, simplement en étant déjà soutenus. Mais c'est aussi l'occasion parfois de travailler les habiletés sociales d'une autre manière, par visio, par téléphone. Et pour les enfants, vraiment d'ajuster des activités individualisées qui vont bien sûr passer par les proches, par les accompagnants qui sont présents. Donc oui, ces thérapies en ligne sont intéressantes. Alors, j'avais quelqu'un qui... Bonjour, le diagnostic d'autisme pour adultes est-il possible via le CRA après la période de confinement? Si oui, attendez, je vais afficher. Comment procéder? Alors, le diagnostic de l'autisme pour les adultes est toujours possible via les CRA, mais comme je vous l'ai dit, dans cette période de confinement, il faut vraiment qu'on l'aménage. Donc, ça va plutôt passer déjà par l'envoi de questionnaires. Et pour certains, on peut faire, surtout pour des adultes sans déficience intellectuelle, on peut faire des consultations par visio, par télémédecine et avancer sur le diagnostic. Après, ça reste très compliqué de faire des diagnostics sans avoir vraiment dans une rencontre avec la personne, mais si finalement on réunit assez d'informations, si l'entretien est très révélateur de vos difficultés, oui, normalement, on peut continuer à faire ce diagnostic. Et après la période de confinement, on reprend les procédures habituelles des CRA. Je vous rappelle juste un point, c'est que les centres de ressources autisme et leurs unités diagnostiques interviennent en troisième ligne, c'est-à-dire après un premier avis d'un professionnel. Et on doit accompagner les professionnels vers le diagnostic pour les aider à remplir leur mission diagnostique. S'ils n'y arrivent pas, pour des raisons de complexité, nous intervenons. Il y a beaucoup de questions, j'arrive pas à lire tout en même temps. Alors, il y a une question qui est importante, alors je ne sais pas qui l'a posée, ce serait bien de me mettre les noms des personnes, désolée, mes petites assistantes ne sont pas encore complètement au point. Sur la régression est-elle normale pendant le confinement? Alors, c'est certain que le confinement est un vrai challenge, pas seulement pour les personnes avec autisme, mais pour tout le monde. Et évidemment, rien que de changer des routines, de ne plus être stimulé, d'être aussi angoissé par le virus et tous ces changements, il peut y avoir des moments de régression. Donc, on peut avoir des enfants qui retournent vers des recherches de stimulation sensorielle qu'ils n'avaient plus. On peut voir des adultes qui avaient qui avaient tendance à se rassurer avec des rituels ou même des troubles obsessionnels compulsifs qui vont de nouveau présenter ces troubles. On peut avoir des moments de repli plus importants. Donc c'est important d'être attentif à tous ces signes. S'ils sont passagers, si on aménage le confinement, ils peuvent diminuer un peu avec le temps. S'ils sont trop importants et qui traduisent vraiment une souffrance, une anxiété importante, là il faut contacter un professionnel. Ça peut être votre professionnel habituel. Beaucoup sont encore joignables et ils peuvent vous donner des conseils. Et si vraiment la situation est très complexe ou il y a un risque pour la personne, il peut aussi y avoir vraiment des consultations et on peut les recevoir. Alors, là il y a une question importante de Lucie qui dit que son fils l'a blessée, elle lui a foutu un coup de boule il y a quelques jours et elle pense qu'il en a un peu marre de rester avec nous. Comment gérer ces moments d'agressivité? Alors, je dirais qu'une fois que le comportement problème ou l'agressivité est là, il faut surtout vous protéger et le protéger lui. Et puis, en fait, on ne va pas gérer les moments d'agressivité, on va gérer en amont. Il faut vraiment préparer les journées, organiser des routines. S'il en arrive à être agressif, parce qu'effectivement il ne voit que vous, je dirais qu'il retourne son agressivité contre les personnes qui sont là, mais son agressivité traduit surtout d'abord peut-être qu'il s'ennuie, qu'il est angoissé, et c'est important donc de prévenir ces comportements. Donc un des premiers points, et qu'on dit pour tout le monde, qu'on dit aussi pour les enfants ordinaires, mais c'est encore plus vrai pour les personnes avec autisme, c'est instaurer une routine avec beaucoup de moments qui sont des moments plaisants. Et ces moments plaisants, vous le connaissez, vous savez ce qui lui font plaisir et il faut qu'il jalonne
tout au long de la journée son activité. Il peut avoir des activités un petit peu moins marrantes, hein. Ça peut être du travail scolaire si c'est un enfant, ou peut-être des tâches à la maison si c'est un adulte, mais toujours derrière, il faut qu'il y ait un moment de relâchement, de plaisir. Il est certain que dans ces moments-là, on augmente le temps des écrans, même si on sait que c'est pas très bon pour le sommeil, mais on peut s'autoriser à ce qu'il y ait un peu plus de temps d'écran. Ça peut être aussi des activités sensorielles qui lui plaisent. Ça peut être aussi de bénéficier, de vraiment profiter de ce moment de sortie qui est autorisé pour aller se dépenser. Ça peut être d'organiser des parcours moteurs. Mais l'idée, c'est vraiment l'alternance de petits moments de plaisir qui seront repérés dans la journée et qui vont faire tomber la pression. Ensuite, sur la question de l'agressivité, c'est vrai que si la personne peut parler, on essaye de comprendre d'où vient cette agressivité, de nommer les émotions. Et là aussi, il y a beaucoup de fiches conseils, à la fois sur le site du GNCRA ou sur le site handicap.fr. Vous pouvez retrouver des fiches conseils sur la gestion des émotions et les comportements problèmes. Cela dit, si les comportements agressifs sont trop importants, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous faites appel à un professionnel. Il y a de nombreuses lignes d'écoute, soit proposées par les hôpitaux psychiatriques, soit par votre établissement médico-social si votre proche était suivi. Il y a plusieurs possibilités d'écoute. Il y a aussi les centres de ressources autisme. Donc là, vous appelez quelqu'un parce que les comportements problème, l'agressivité quand elle s'installe, c'est souvent après compliqué de dénouer finalement l'origine. Et c'est en discutant avec un professionnel qui, si possible, connaît votre proche, que là, vous allez peut-être pouvoir trouver des solutions et anticiper ces moments d'agressivité. Sinon, la gestion des comportements agressifs, c'est éviter d'être blessé, de vous blesser, accorder le moins d'attention possible, isoler la personne et attendre, si possible, que ça se calme ou l'aider à se calmer en lui proposant une alternative. Ça peut être taper dans un coussin, aller se calmer seul, hurler s'il faut, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de ne pas monter en tension et vous-même de ne pas devenir agressif à votre tour. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent, donc je vais les prendre là parce que j'arrive pas à voir toutes les questions qui défilent, ça va beaucoup trop vite. Alors, Aurore, Asperger, vit des malaises, des palpitations, comment gérer l'anxiété? Donc ça, ce que vous décrivez, effectivement, vous l'avez bien dit, des malaises, des palpitations, la sensation d'étouffement, ce sont des manifestations d'anxiété et il y a plusieurs façons de la gérer. J'ai déjà évoqué les routines, le fait de baliser sa journée avec des choses qui sont plaisantes. Ça va être la première chose quand on est anxieux, c'est déjà de trouver quelqu'un pour en parler, si vous avez des proches, ou par téléphone, pour simplement nommer que vous vous sentez anxieux. C'est déjà important de reconnaître votre anxiété et de la nommer. Ensuite, il y a plein de techniques, des techniques de relaxation, de respiration, pour ne pas se laisser envahir par l'anxiété, une fois qu'elle est là. Mais je dirais que c'est des conseils que vous allez retrouver sur beaucoup de sites. Là aussi, vous avez les fiches. Mais je crois vraiment la première chose, c'est ne restez pas tout seul avec cette anxiété, parce qu'en général, elle envahit la pensée, on commence à avoir des ruminations. Donc, d'en parler, ça permet déjà de prendre un peu de recul. Et puis, comme je vous le disais, l'anxiété, ça se gère. Et puis, ne culpabilisez pas d'être angoissé. C'est normal, actuellement, d'avoir des moments d'angoisse, de ne pas se sentir bien. Et je dirais qu'il n'y a jamais eu autant de lignes d'écoute qu'en ce moment. Donc, vous devriez trouver quelqu'un pour en parler. Une chose aussi sur l'anxiété qui me paraît importante, c'est si l'anxiété est liée au virus, à l'épidémie, à la peur de mourir ou la peur de l'attraper, c'est important de ne pas vous exposer trop aux médias. Et puis, de chercher des ressources d'information qui sont sûres, parce qu'il y a beaucoup de fake news et ça augmente l'anxiété aussi. Donc, vous allez sur les sites qui sont sûrs, il y a des listes de sites qui sont proposés aussi sur le GNCRA, qui sont des sources d'informations qui sont sûres. Et vous limitez l'exposition aux informations, maximum 2 fois 30 minutes par jour. Il n'y a pas de choses nouvelles qui ressortent tous les jours. Voilà, et essayez de ne pas trop y penser. Ensuite, vous savez que ce virus peut effectivement entraîner des symptômes, rend malade, mais on le soigne. Disons, on en guérit, ça se gère. Donc,
ça aussi c'est important de le dire à vos proches et de le savoir pour vous-même. C'est vrai qu'il y a des décès par le virus, mais la majorité des personnes ne vont pas avoir une issue dramatique à cette infection. Donc il faut vraiment, vraiment reprendre de l'information objective concernant l'angoisse sur le virus. Et n'oubliez pas, la meilleure protection, c'est de rester chez soi. Donc si vous restez chez vous, vous limitez le risque d'attraper le virus. Je continue sur les questions. Nicole, mon fils de 14 ans ne parle pas, se rend-il compte? Alors, c'est sûr que les enfants qui sont non-verbaux ou les adultes non-verbaux vont avoir beaucoup moins de représentation de ce qui se passe en ce moment. Pour leur expliquer ce qui se passe, il y a de nombreux documents visuels qui sont proposés. Donc là, il y a plein de fiches. Moi, j'aime beaucoup ceux de BD Santé. Sur le site du GNCRA aussi, vous avez vraiment des documents qui visualisent ce qu'est le virus, pourquoi on reste chez soi, comment on se protège. Donc ça peut aider la visualisation. Après, pour des personnes qui n'ont pas du tout accès à la symbolisation, qui sont vraiment dans l'ici et le maintenant, évidemment, elle se rend compte si elle allait dans un établissement qu'elle n'y va plus, elle se rend compte que les routines sont changées, et ça peut générer effectivement des questions, des angoisses. L'idée pour les accompagner, c'est vraiment de rétablir de nouvelles routines. Finalement, la durée du confinement, malheureusement, elle est assez longue, mais ça nous laisse le temps, et ça vous laisse le temps d'établir ces nouvelles routines. Et la personne qui se rend compte qu'il y a un changement, que c'est différent, elle va peut-être pas se rendre compte que c'est à cause du virus, mais il faut que ce changement lui amène des moments de satisfaction dans son quotidien. Donc je dirais que vraiment le niveau de compréhension, de conscience du confinement, ça va vraiment dépendre du niveau de compréhension de la personne. Mais ça, même dans le lycée maintenant, les personnes avec autisme qui sont non-verbales ou avec une déficience associée se rendent compte que les choses ne sont pas comme d'habitude. Ça, c'est sûr, leur routine est vraiment différente. Et puis même votre comportement aussi n'est plus tout à fait le même. Je poursuis. Alors, il y a un j'aime vivre ensemble de Mayotte. Bonjour les habitants de Mayotte, on est content de vous savoir là. Le soutien téléphonique est-il disponible en Outre-mer? Mais oui, les CRA d'Outre-mer continuent aussi leur activité. Ils participent à cette grande initiative du GNCRA pour soutenir les personnes avec autisme. Et si votre CRA, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas répondre à votre demande, un autre CRA pourra prendre contact avec vous pour vous soutenir. Donc n'oubliez pas que ça c'est une initiative GNCRA pour le soutien des adultes isolés ou des adultes avec autisme. Vraiment, même si votre CRA n'est pas en capacité de répondre pour une raison ou pour une autre, un autre CRA le fera. Mina. Alors, il y a beaucoup de questions effectivement qui demandent des outils ou des conseils pour aider à la reprise. Donc, c'est vrai que là, j'ai regardé un peu parce qu'il y avait déjà beaucoup de questions sur quand ça va être le déconfinement, quand on va devoir de nouveau être lancé, je dirais, dans le flux social, dans le flot du travail, de retourner à l'école pour les enfants, à la fac pour les plus grands ou sur le milieu du travail. De nouveau, ça va être le bain social. Alors, pour beaucoup d'entre nous, c'est un vrai plaisir. Pour d'autres, ça peut être compliqué. Et j'avoue que je n'ai pas encore beaucoup trouvé d'outils sur la préparation au déconfinement. Alors d'ici qu'on soit déconfiné, je pense que nos collègues des établissements médico-sociaux, des associations et des CRA vont créer ces outils. Mais là, je dirais qu'on se retrouve dans des situations habituelles de préparation au changement. Pour le coup, le confinement, on ne savait pas ce que c'était difficile de s'y préparer et d'anticiper. Le déconfinement, on va voir à peu près ce que ça va être. Peut-être que ce sera progressif, mais on sait comment c'est quand la vie, quand on n'est pas confiné, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que de retourner au travail et on va retourner dans nos routines d'avant. Donc, ce sera beaucoup plus facile de se préparer au déconfinement que l'inverse, puisque on sait ce qui va nous arriver. Ce qui va être plus dur pour certaines personnes avec TSA, c'est de tomber dans cette grande stimulation sociale et sensorielle, ça va avec de nouveau du monde à croiser dans les magasins, alors que là finalement il n'y a pas grand monde dans les magasins. Quand on va se promener actuellement dans les rues, j'espère que tous
enfin se promener, quand on prend notre petit temps de sortie nécessaire, parfois on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc il y a cet effet d'apaisement qui a aussi ses bons côtés de la ville. Maintenant, il va disparaître et ce sera de nouveau, je dirais, que la vie trépidante, quoi. Hein, la vie qui stimule, qui surstimule, qui sollicite. Ce rythme effréné, peut-être parfois trop rapide pour certaines personnes avec autisme. Donc ça, on va s'y préparer. Je pense que pour les personnes qui ont un handicap, s'il faut aménager une période SAS, une période où on reprend progressivement, il faudra le faire. Et ça, bien sûr, c'est au cas par cas. Alors, les questions arrivent de partout. Je les fais défiler. Donc, les outils, les conseils pour aider à la reprise. Je poursuis. J'espère que la caméra ne bouge pas trop parce que je suis sur mon téléphone. Alors, il y a Christine qui dit que est-ce que le CRA pourrait revoir ma fille de 18 ans, Tessa Asperger, en dépression très sévère pour donner un avis sur la prise en charge à envisager. Que ce soit pendant la période de confinement ou en dehors du déconfinement, effectivement, si votre fille associe un TSA plus une dépression, elle relève vraiment d'un avis du CRA, ou en tout cas qu'un CRA puisse intervenir auprès de son équipe pour aider, parce que c'est vraiment compliqué d'associer les deux. Soigner une dépression, quand on a un syndrome d'Asperger, ça peut être plus long, plus complexe. On sait qu'on traite la dépression comme les autres, on a des médicaments, il peut y avoir des thérapies, mais il faut quand même un peu aménager la manière dont on discute du traitement et aussi la thérapie pour que votre fille, qui est Asperger, puisse parfaitement comprendre les enjeux et participer aussi à sa prise en charge. Et ça nécessite effectivement de bien connaître l'autisme. Donc que ce soit un CRA qui l'accompagne ou une équipe de proximité, il faut que cette équipe puisse en tout cas demander des conseils pour aider votre fille. Si sa dépression s'aggrave actuellement, que vous la sentez particulièrement en danger, les hôpitaux psychiatriques continuent à recevoir des patients si vraiment une hospitalisation est nécessaire. Voilà, donc ils sont très attentifs à l'accueil des patients pour que les patients ne soient pas infectés par le Covid pendant leur hospitalisation. Donc il y a la forme de l'accueil en psychiatrie, c'est aussi organisé pour recevoir les patients et limiter au maximum les risques. Donc vous pouvez demander un avis en psychiatrie, vous pouvez aussi demander un avis auprès d'un CRA pour qu'il vous accompagne dans cette période et si éventuellement qu'il vous donne des conseils pour peut-être organiser cette hospitalisation. Alors, ma fille de 20 ans, alors c'est Sylvie. Sylvie, ma fille de 20 ans autiste Asperger, est à la maison en permanence, même avant le confinement. Puis-je bénéficier d'un arrêt maladie pour rester avec elle en cette période de confinement qui est plus angoissante pour elle? Oui, de toute façon, dès que vous avez un proche ou un enfant avec un proche avec un handicap, ou un enfant avec un autisme, vous pouvez bénéficier de l'arrêt maladie pour rester avec elle. Même si avant, elle restait déjà beaucoup, c'est évident que là, elle a peut-être besoin d'encore plus d'aménagement. Et le risque, ce sera le déconfinement. Le risque. Ce qui sera plus dur, c'est avec le déconfinement, vous ne pourrez plus être auprès d'elle. Et c'est vrai qu'il va falloir travailler cet aspect-là aussi. La séparation, parce que vous allez être peut-être vous sollicité par ailleurs, et le déconfinement. Donc là aussi, comme ça risque d'être un peu complexe, c'est important d'être accompagné parce que tout seul, quand des habitudes sont prises, on ne trouve pas forcément la manière de sortir un peu de ces routines, surtout quand on fait partie de la routine soi-même de la personne avec autisme, et c'est là qu'un tiers va aider. C'est là, le tiers, c'est lui qui va vous dire, non, maintenant, vous allez aller au travail, et nous, on va s'occuper de votre proche. Alors, elles me font passer trop de feuilles. Témy Bellechambre. En établissement, comment gérer le retour en famille? C'est difficile à comprendre. Le non-retour. Le non-retour en famille, très difficile à comprendre. Alors oui, ça c'est toujours le problème des
c'est le problème, là on touche à une chose importante dans l'autisme, c'est la communication. Comment est-ce qu'on communique des informations, surtout pour des personnes non verbales, où il va falloir qu'on aménage le niveau de communication. Donc bien sûr, on va là pour le coup aussi s'aider d'outils. Alors ce qui peut rendre concret le fait qu'on ne rentre plus à domicile, c'est tous les outils visuels pour essayer de marquer le temps, hein, parce que peut-être que la personne avant avait un calendrier ou un équivalent de calendrier qui lui permettait de voir que le jour où il rentrait, il y avait la photo des parents. Et bien là, la photo des parents, il va falloir l'enlever et mettre la photo de l'établissement, puisque normalement la personne va rester. Ou alors peut-être qu'il faut aménager des visios ou du téléphone, mais peut-être plus la visio si c'est une personne non verbale, où elle pourra voir son parent. Et ça peut rendre concret le fait que il est loin, mais il pense toujours à elle, mais il est loin. Et puis il y a donc tous les outils de communication qui peuvent être pour essayer de marquer le temps, le déroulé, le pourquoi on reste confiné. Toujours bien adapter ces outils au niveau de compréhension de la personne, parce que sinon ce ne sera pas efficace, ça peut l'énerver aussi. Donc pour les personnes pour lesquelles la visualisation par image n'est pas très pratique, n'hésitez pas à utiliser des photos, des objets et de marquer le temps, le déroulé du temps, pour qu'elles comprennent qu'il n'y a plus ce rythme de retour en famille. Mais je pense que qu'elle puisse voir son proche par visio, ça peut rendre concret qu'il n'est pas là, mais il est encore en lien avec elle. Alors, Ali, comment stimuler mon enfant pendant cette période ? Alors déjà, c'est très bien que vous ayez envie et la possibilité de stimuler votre enfant. Alors, il se trouve qu'il y a quand même beaucoup d'outils pour aider et stimuler votre enfant. Donc, il y a le guide de la délégation interministérielle à l'autisme. Comment vivre le confinement, vous voyez, je me suis même fait un petit fiche, un petit pressbook, parce qu'il est super. Alors, hop, comme c'est inversé, voilà. Comment vivre le confinement avec un enfant avec autisme. Et là, il y a plein de fiches conseils qui sont très simples. Et surtout, attendez, je vais vous en montrer, ce sera plus simple. Vous voyez, structurer le temps, voilà. Et surtout, il y a beaucoup de fiches conseils qui sont disponibles sur le site du GNCRA, sur les sites des CRA aussi. Et vous allez retrouver tous ces documents sur le FAQ, les questions fréquentes du site du GNCRA. Donc, les premières choses pour stimuler votre enfant, c'est d'abord de partir, je vais dire un peu une vérité que les personnes qui s'occupent des personnes autistes connaissent bien, c'est vraiment de partir de ses intérêts. Toujours partir de ce qui lui plaît, de ce qui l'intéresse, et ensuite vous allez transformer l'activité pour qu'il puisse faire des progrès et des petits apprentissages. Un autre point très important, c'est qu'il faut que ce soit accessible, il faut qu'il soit en réussite, donc ne vous mettez pas la pression sur des objectifs trop élaborés, trop importants. Il faut qu'il apprenne et qu'il progresse en se faisant plaisir. Donc là, pareil, vous allez retrouver sur les sites de nombreuses activités possibles, adaptées au niveau de votre enfant. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, si vous n'êtes pas bien conscient, sûr de ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, là aussi, contactez les professionnels qui s'occupent de lui habituellement et ils peuvent vous aider à construire ces activités. Donc ça peut être son orthophoniste, les orthophonistes sont autorisés à faire les consultations, les téléconsultations, ça peut être le personnel qui l'accompagnait en médico-social, ou même s'il était en unité d'enseignement, les instituts spécialisés de l'unité d'enseignement, son AESH peut aussi vous donner des idées, vous aider à construire le matériel et les petites activités. N'oubliez pas, je ne sais pas quel âge a votre enfant, mais pour un enfant, il faut que ce soit court, il faut que ce soit plaisant. Vous pouvez le répéter plusieurs fois dans la journée, mais ne partez pas sur des objectifs trop ambitieux. Je poursuis. Alors, comment structurer les journées de mon enfant non verbal? Donc ça, c'était Marie Gauthier. Là aussi, pour structurer les journées, vous avez de nombreux exemples de semainiers ou d'activités de structuration dans la journée.
Alors ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez trouver toutes ces fiches sur le GNCRA. Vous allez retrouver des exemples de semainiers, des exemples d'activités. Il y a aussi toutes les petites vidéos des Belges, comment ils s'appellent, Participate. Participate va vous proposer plein de petites vidéos, donc ça vous permettra de vous donner des idées. Mais la structuration de la journée, c'est ce que je disais, l'alternance de petits moments d'activité, de moments de plaisir, des moments où il peut avoir retrouvé ses centres d'intérêt, les stimulations sensorielles. Si possible, si vous arrivez à ce qu'il puisse avoir aussi beaucoup d'activités motrices. Voilà, il y a aussi le site effectivement 2 minutes avec l'autisme qui sont de bonnes petites vidéos. Vous retrouvez tout ça sur le site du GNCRA. Donc ne prenez pas trop de temps à construire vous-même peut-être les semainiers ou les plannings, les agendas. Là, il y a plein de modèles qui sont déjà tout prêts et qui vont vous donner aussi des idées d'activités. Alors, je fais défiler un peu. Alors, il y a Benjamin qui nous demande comment gérer une situation anxiogène en cas de contrôle de police ou de gendarmerie qui ne se passerait pas très bien et potentiellement pourrait entraîner une crise. Alors ça je suis bien d'accord avec vous. Même moi, quand je croise là, les gendarmes ou la police en ce moment, j'ai une espèce de culpabilité alors que j'ai tout le temps mes attestations sur moi. Mais c'est vrai qu'il y a un climat comme ça où on ne se sent pas très à l'aise d'être dehors, même si on a des raisons et on est en situation dérogatoire. Vous savez que le Premier ministre, non, c'est Macron, mais oui, c'est notre président qui a quand même parlé de l'autisme le 2 avril et qui a demandé à ce qu'on soit particulièrement attentif à la situation des personnes avec un handicap et les personnes avec autisme. Donc c'est important d'avoir si vous êtes une personne Asperger, d'avoir un document qui atteste que vous êtes une personne avec Asperger et peut-être que vous êtes sorti un peu plus longtemps ou un petit peu plus loin. Donc il faut quand même que vous ayez votre attestation dérogatoire de sortie, mais que vous ayez aussi ce document qui permettra à la police de comprendre que vous êtes en situation particulière et que vous avez un besoin particulier aussi. Potentiellement pourrait entraîner une crise. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, c'est-à-dire que la police, voyant que vous êtes en situation de handicap, qu'elle aura une attitude à la fois pédagogique pour bien vous rappeler les mesures de confinement et l'intérêt du confinement, mais qu'elle ne va pas vous verbaliser parce que vous seriez en situation dérogatoire. Si jamais c'était le cas, de toute façon, il y a toujours des recours possibles. Et l'idée, c'est d'éviter la crise. C'est d'éviter la crise en évitant la confrontation et en simplement en montrant vos dérogations. Vous pouvez aussi, avant la sortie, préparer par une sorte de scénario social cette rencontre. Alors je pense que ça, il y a les GEM qui peuvent aussi... Ah, il y a une coupure, on m'a dit. Ah bah c'est la fin peut-être. En tout cas, oui, alors je ne sais pas si c'est complètement coupé ou si on m'entend encore. Oui, bon, donc voilà, on me dit que apparemment je dois finir, mais je termine quand même sur ce point. L'idée, c'est de préparer, si ça vous angoisse, préparez-vous à ce contrôle de police, en ayant peut-être des fiches toutes prêtes. Ensuite, vous pouvez aussi renvoyer la police vers des numéros de téléphone, alors, je ne sais pas s'ils les appelleront, mais vers les professionnels qui s'occupent de vous. Vos professionnels peuvent aussi vous préparer des fiches pour expliquer à la police, si vous ne vous sentez pas verbalement d'expliquer, parce que parfois quand on a un contrôle de police, on perd ses moyens, même si on est un autiste verbal, on n'y arrive plus. Donc simplement donner la fiche à lire. Et ça se prépare. En cas de contrôle de police, voilà comment j'explique ma situation, ou simplement leur donner le papier. Je pense que c'est encore ça qui éviterait une crise ou une angoisse trop importante, c'est vraiment de préparer cette rencontre. Mais n'oubliez pas, la police est quand même informée de la situation des personnes avec handicap. Si jamais ce n'était pas le cas, ça c'est important. Peut-être qu'à ce moment-là, un professionnel puisse appeler la police de votre quartier pour expliquer la situation.
Voilà, on me dit que c'est terminé, donc mais il y a plein de questions. Alors moi, j'arrive plus à m'arrêter. J'avais bien envie de continuer à me déconfiner par Facebook avec vous. Donc, je dois dire certaines choses importantes. Attendez, à la fin. Alors, je dois vous dire au revoir. Je dois clôturer le live. En vous rappelant de ne pas rester isolé. Vous voyez qu'on est là. Vraiment, les centres de ressources autistes sont à votre disposition pour répondre à vos appels. Le GNCRA aussi. Il y a aussi il y a Autisme Info Service. Évidemment, Autisme Info Service qui propose beaucoup de soutien. Il y a aussi, alors dans mon petit cahier mémoire, parce qu'il y a tellement de choses finalement, on commence à être perdu. Il y a la plateforme Solidaire Handicap aussi qui vraiment peut vous aider à trouver des ressources. La plateforme Tous Mobilisés qui met en contact des bénévoles et pour répondre à vos besoins. Donc n'hésitez pas à aller sur ces plateformes, Solidaire Handicap, plateforme Tous Mobilisés. Il y a aussi le site du gouvernement handicap.fr qui donne aussi beaucoup de ressources. Voilà, donc vous voyez que les professionnels, même s'ils ne vous rencontrent plus en chair et en os, ils restent vraiment à votre disposition et je pense que tout le monde s'est mobilisé pour que ça se passe le moins mal possible ce confinement. Je crois que j'ai donné toutes les informations nécessaires. Et voilà, donc je vous ai rappelé les ressources. Et je ne dois pas oublier d'enregistrer la vidéo. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas me tromper dans la manipulation et qu'on pourra se retrouver bientôt. Il me semble que si ça vous a plu, eh bien, vous le signalerez au GNCRA et on pourra recommencer ça toutes les semaines. Enfin, je ne veux pas m'engager mais pour eux, mais en tout cas, je pense que toutes les semaines, on pourrait refaire ce Facebook Live, notamment pour préparer le déconfinement et ce sera peut-être avec d'autres personnes que moi. Je vous dis au revoir, à très bientôt et puis merci pour les petits cœurs et les messages d'encouragement, c'est vraiment sympa de votre part. À bientôt.